Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elle fait partie de la famille pas si nombreuse des romancières qui aident à traverser les péripéties de l'enfance et de l'adolescence. Elle le prouve une fois de plus avec son nouveau roman Sacha et le cheval ailé. Invitée du Grand Oral, Isabelle Pandazopoulos. L'anti-sèche des Mag-Essel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire aujourd'hui, le 24 avril, est en effet la journée de commémoration du génocide arménien. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on va la passer en compagnie de deux mamies globetrotters. Enfin, dans son cours particulier, Marie-Olivier vous proposera elle aussi de partir autour du monde avec un programme qui s'est lancé tout récemment. Il s'appelle Teachers for the Planet. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Il y a là de l'aventure intérieure, du fantastique, de la mythologie, de l'humour et surtout une bonne rasade d'humanité. Ce sont les ingrédients de Sacha et le cheval ailé, nouveau roman et très beau récit initiatique signé Isabelle Pandazopoulos. Il vient de sortir, c'est chez Rajo. Isabelle, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous voir, on est fans, donc on ne va pas s'en cacher. Dans ce nouveau roman, pour les enfants à partir de quel âge d'ailleurs? Une dizaine d'années? Oui, 9, je l'ai lu comme ça, 9-10 ans, voilà. Mais qu'on peut lire tranquillement longtemps après, y compris adulte. Il y a la rencontre de deux motifs qui vous sont chers, un enfant emmuré dans ses secrets et la mythologie. Oui, Sacha est un enfant en grande difficulté qui s'exprime essentiellement à l'école, où c'est un garçon hérisson qui refuse tout, refuse d'apprendre, refuse de se faire des amis, refuse de parler, et qui, malgré la bienveillance des enseignants, de son enseignante, finit par la mordre. Et il faut trouver une issue à cette difficulté, et c'est le deuxième thème, c'est-à-dire que s'invite dans cette histoire un cheval, le cheval de la mythologie, Pégase, qui va l'emmener dans un autre monde pour essayer de résoudre cette difficulté qu'il traverse. Sacha, un garçon hérisson, il a des traits, on a fait des émissions là-dessus récemment d'ailleurs dans la quotidienne, qui ne sont pas sans évoquer une forme de trouble du spectre autistique. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais ça fait un peu penser à ça quand même. On m'a fait penser à ça. Alors il se trouve que on vous l'a dit, je ne suis pas le premier. Non. Ça me rassure. On me l'a dit, hein. Effectivement, moi j'ai travaillé avec des enfants autistes, j'ai travaillé avec des enfants en grande difficulté, et c'était un peu l'incarnation de l'empêchement pour moi, ce qu'il fait, voilà, de refuser de parler, de ne pas pouvoir grandir, et alors évidemment, il y a quelques traits autistes dans ces répétitions de phrases toutes faites. Les mouvements aussi, oui, il y a quand même pas mal de choses. C'est un composite d'enfants ou d'adolescents que vous avez eu en cours en tant que prof de français? Alors moi, je me suis spécialisée dans la grande difficulté. Oui, c'est un peu un composite, mais c'est vraiment pour moi la figure de l'enfant empêché de penser, tel qu'il est décrit par Serge Boimard. Voilà. Donc, et d'un garçon en souffrance qui est en but à l'incompréhension des adultes, parce qu'en fait, juste la bienveillance avec des enfants comme ceux-là, ça ne suffit pas, et on est très meurtris, en fait. Vous-même, vous avez été en but à ça? Ah oui, bien sûr. Ouais. Vous essayez d'être gentille, encourageante, etc., et vous vous êtes fait mordre? Taper. Je m'étais toujours dit, quand j'ai commencé dans ces milieux-là, je m'étais toujours dit, ça, c'est pour moi la limite. Si ça m'arrive, j'arrête. Pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où on essaye de comprendre, et d'expliquer, et de punir, et de cadrer, et tout ça, c'est un garçon qu'on a en face de soi. En l'occurrence, c'était un garçon. Et voilà, mais enfin bon, j'en ai pas un bon souvenir. J'imagine. Serge Boimard, que vous venez de citer, il est psychologue, si mes souvenirs sont bons. Psychopédagogue. Psychopédagogue. Il insiste beaucoup, et c'est là où ça croise d'ailleurs votre travail, sur l'importance du récit, et notamment des mythes. Oui. Ce qu'on retrouve dans Sacha ou le cheval ailé. Oui, alors ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait avec des enfants en grande difficulté. Et c'est vraiment l'idée du pouvoir de la fiction. C'est ça. De comment la mythologie permet à chacun, en difficulté ou pas en difficulté, ce qui fait que c'est tellement porteur, et pourquoi tellement d'enfants, encore aujourd'hui, 8000 ans après, continuent à adorer ces histoires-là, c'est bien que ça résonne avec quelque chose d'extrêmement intime, et qu'en même temps, c'est pas trop près, ce qui permet à l'enfant de s'identifier sans être mis en danger. Et ça a de vraies vertus, et Serge Boimard, lui, les documente par des ouvrages qui sont absolument passionnants. Cet enfant, Sacha, il a décidé de ne pas grandir. Alors moi, ça m'a aussi fait penser au Tambour de Günter Grass, avec le petit Oscar qui, dans les années 30, au moment de la montée du nazisme, décide de rester bloqué à l'âge de 3 ans. Ça a donné lieu à un film aussi. Vous aviez ce genre de référence en tête? Oui, j'avais évidemment, et j'avais aussi l'idée de ce que crée un trauma, puisque c'est un enfant qui sort de la guerre, on l'apprend tout de suite au début du livre. Et du coup, il est empêché
Alors, de penser et de grandir et d'évoluer parce que quelque chose le rattache encore à son pays, ce secret que Pégase va lui permettre de résoudre. Voilà. La guerre, en tant que lecteur, dont on se dit que c'est la guerre en Ukraine, entre son prénom à lui, le prénom de ses parents, enfin en tout cas on est dans une ambiance Europe orientale, ou Russie. Oui. Oui, en fait j'ai commencé à l'écrire au moment où j'ai vu... Au moment de la guerre en Ukraine? Oui, au moment de la guerre en Ukraine, j'ai vu Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, bien sûr. Voilà, parler à partir de ce qu'il avait vécu lui et se briser littéralement sur c'est à vous, en voyant des images d'enfants meurtris. Et je me suis dit, c'est fou, malgré tout ce qu'il a fait, malgré cette résilience, malgré cette parole qu'il a pu avoir, le trauma reste là. Et je me suis dit que tous ces enfants qui traversaient ces guerres aujourd'hui avaient besoin d'histoire et j'avais envie de leur transmettre. Et vous avez inventé cette très très belle histoire. Ne pas grandir, c'est aussi une façon de ne pas cautionner le monde tel qu'il est. Oui, et puis c'est aussi... Pour Sacha. C'est aussi, refuser oui, absolument, la compromission. C'est ça. C'est pas seulement le monde des adultes. Voilà. Superbe roman. J'avais prévu d'en lire un tout petit extrait en page 5, ce que je vais faire à l'instant. Tous les jours, il venait à l'école avec un air absent. On parle de Sacha. Ses lacets défaits, la fermeture éclair de son blouson coincé ou son pull déchiré. Il ne se rendait pas compte. Toujours la tête ailleurs, il se cognait beaucoup, tombait puis se relevait, sans jamais pleurer ni se plaindre, même le jour où il s'était écroulé dans les escaliers ou quand il s'était pris un mur sur la tête. Il lui est arrivé aussi de s'endormir en classe et plus bizarre encore de se boucher les oreilles alors que tout était silencieux autour de lui. Ça, c'est donc Sacha au début du roman d'Isabelle Pondazopoulos que l'on retrouve juste après l'Anti-Sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est dans les sujets pas joyeux aujourd'hui. On a la guerre en Ukraine. Et avec vous, comme on est le 24 avril, c'est la journée de commémoration du génocide arménien. On est en 1915. 1,5 million d'Arméniens perdent la vie. Et ça, c'est au programme scolaire en classe de 3e. En cours d'histoire. Tout à fait, premier grand génocide du XXe siècle, pas le dernier malheureusement, que l'on étudie lors du cours sur la Première Guerre mondiale. C'est à l'issue de cet épisode tragique d'ailleurs qu'apparaît l'expression de crime contre l'humanité et contre la civilisation, terme employé par les Alliés, c'est-à-dire la Russie, la France et la Grande-Bretagne, en réaction à ces violences. On révise, qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1915 ? Alors en fait, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre la situation géographique et géopolitique de l'époque. Nous sommes donc en 1915, en plein premier conflit mondial. L'Arménie, tout comme la Turquie d'ailleurs, n'existe pas en tant que telle. Les Arméniens sont une communauté qui vit dans les parties orientales d'un très vaste, d'un très grand empire, c'est l'Empire ottoman. L'empire qui est alors en déclin, qui d'ailleurs sera disloqué après la Première Guerre mondiale, mais en 1915, il englobe encore un territoire extrêmement vaste. Absolument, l'actuelle Turquie, l'Arménie, donc l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Palestine, une partie de l'Arabie Saoudite, de la Géorgie, de l'Iran, bref, c'est un très très grand empire qui s'engage dans le premier conflit mondial aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche. Et les Arméniens se retrouvent très vite ciblés, eux qui subissent depuis des années les violences de cet empire. Et oui, les Arméniens, c'est à l'époque une communauté donc de 2 millions d'habitants, dispatchés à différents endroits de l'Empire ottoman, majoritairement au pied du Caucase, donc à l'est. Et déjà à la fin du 19e siècle, après la défaite ottomane face à la Russie, on les accuse d'être russophiles et donc de pactiser avec l'ennemi. Il y a 250 000 Arméniens qui sont tués lors de massacres entre 1894 et 1896. Et ça ne s'arrête pas là, puisque au début du XXe siècle, un mouvement nationaliste, les Jeunes Turcs, prend le pouvoir et veut imposer une assimilation forcée aux différents peuples. Ils ne veulent plus de ce grand empire multiethnique et multiculturel qu'est l'Empire ottoman, mais un État-nation turc. Ils considèrent alors que les Arméniens, qui représentent une grande communauté, sont un obstacle. Et ça commence le 24 avril 1915. 650 Arméniens sont arrêtés à Constantinople, actuellement Istanbul. Absolument, ils sont arrêtés, déportés et exécutés. Et on estime cette date comme le début du génocide des Arméniens, parce qu'à partir de ce mois d'avril, des millions d'Arméniens sont soit tout de suite exécutés à leur arrestation, soit déportés en actuelle Syrie ou encore en Irak. Une majorité meurt en chemin et on estime que les 2 tiers de la population arménienne est exterminée pendant ce génocide.
Génocide dont la mémoire reste extrêmement vive aujourd'hui pour les Arméniens. Oui, une mémoire d'ailleurs qui se transmet de génération en génération et on peut comprendre l'importance de cette transmission. Déjà parce qu'il restait très peu d'Arméniens à l'issue de ce génocide pour parler, et puis ensuite parce qu'à ce jour, seule une vingtaine de pays reconnaissent ce génocide. Et pour donner un exemple, Joe Biden, le président américain, l'a reconnu officiellement seulement en 2021, ce qui a été qualifié à l'époque d'ingérence du côté de son homologue turc Erdogan, parce que c'est là où le sujet reste politiquement très sensible. La Turquie aujourd'hui ne reconnaît toujours pas officiellement ce massacre. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour une récré plus joyeuse, promis. Plus joyeuse. Mais il faut absolument parler de ces épisodes tragiques de l'histoire. Et les enseignants le font dans les classes. Où on retrouve Isabelle Pandazopoulos, autre spécialiste des sujets tragiques de l'histoire en Oral. C'est l'histoire de votre grand-père? Grec de Turquie. Parce que les Grecs aussi ont subi des... Oui, parce qu'on vient d'un village qui s'appelle Ouchak, où il y avait des Juifs, des Arméniens et des Grecs. Et voilà, il a fui les massacres. Il y a une partie de la famille qui est restée là-bas, enfin massacrée. Pandazopoulos, on aurait pu se douter, remarquer que ça venait un petit peu de... Le vrai nom, c'est Pandazoroulou. Et quand ils ont migré, parce qu'ils ont été donc forcés de s'en aller, on lui a conseillé de prendre un nom à consonance grecque. Mais mon vrai nom, c'est Pandazoroulou. Mais je préfère Poulos, franchement. Et c'est une mémoire qui s'est transmise en famille. Oui, ça a été un cheval de bataille de mon père très très fort. Et c'est fou que ça arrive le jour où on est là. Ouais. Et ça a beaucoup pesé dans votre œuvre, dans votre décision d'écrire, parce que vous écrivez sur les traumas des autres, mais c'en est un pas mal pour vous quand même. Ouais, je pense. Je pense que je viens d'une famille où il y a à la fois ce silence-là, parce que je suis la première à être retournée à Ouchak. Et je viens d'une famille où ma mère est allemande quand même, donc aussi, il y a une autre question de la guerre. Et voilà. Donc je pense que la guerre traverse, mais comme un silence en fait. Et du coup les livres que j'écris. Ouais. Mais pour le coup, en Allemagne, alors notamment avec Günter Grass, mais avec plein d'autres, et pour la génération de votre mère, que j'évalue... 43, elle est née en 43. Oui, voilà. Donc elle a grandi dans une Allemagne qui, contrairement à la Turquie sur le génocide arménien, elle, a entrepris un devoir de mémoire. Ou dans les familles paysannes de la Ruhr, c'était très compliqué, très compliqué. C'est moi qui fais ce travail-là, de chercher. Et avec cette question de est-ce que je vais demander... Qu'est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez? Enfin, pas elle, voilà. elle était, oui, mais même, elle était née, mais que faisaient ses parents. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'ai appris que mon grand-père avait déserté. Grand homme. Voilà. Pardon pour cette incise, mais on pouvait difficilement la rater. Puis il y avait cette émotion que vous ressentiez en écoutant Emma. On revient à Sacha et le cheval ailé. Votre dernier livre, c'est chez Rajo. On a donc un garçon de 12 ans qui refuse de grandir, qui aboie sur la terre entière. Situation quelque peu paroxystique, mais qui renvoie à ces sentiments universels qui sont vraiment la charnière de l'enfance et de l'adolescence. Et donc, pour s'en sortir, il se crée un ami imaginaire, au fond, Pégase. Oui, c'était un petit cheval en plastique qu'il a gardé de son enfance. Et donc d'un lien avec son père qui lui racontait des histoires et qui commençait toujours ses histoires par une incise avec Pégase. Viens, on va s'envoler vers des histoires. Et du coup, grâce à une prof qui lui tend la main, il renoue avec ce personnage et du coup s'envole pour de vrai avec Pégase dans le monde de la Grèce antique où il va devoir subir des épreuves. Un peu comme Hercule ou d'autres. Voilà. Prof qui tient un peu de la sorcière aussi. Enfin, ça fait... Voilà, c'est ça. On ne sait pas trop si elle existe ou pas. Voilà, on est au fond de la forêt. Enfin, c'est pas une forêt, c'est un jardin. Mais ça revient un peu près au même dans une cabane qui n'est pas hyper rassurante. Elle prépare des mixtures bizarroïdes. Il y a une autre idée importante à la fois dans le roman, dans les travaux de Serge Boimard auxquels vous vous référez. Le mythe, c'est l'idée du récit fondateur. Et donc, c'est vraiment la façon dont les ados se retrouvent. Vous disiez, ça met à distance, mais c'est aussi le talent absolument hallucinant de la mythologie d'aller creuser et sur des sentiments totalement universels. On est au cœur de l'humanité. C'est-à-dire qu'on quitte le réel, et c'est ce qui permet d'être dans l'intime. C'est-à-dire que, alors que dans une identité, j'avais fait un personnage justement qui retraverse le réel il peut pas penser ce qui lui est arrivé, il a vécu sous les bombes, voilà, donc il a été victime de tout ça. Le fait de pouvoir vivre un combat avec un monstre qui n'existe pas et de se battre avec lui, ça rappelle, ça lui permet de se construire un personnage fort qui peut lutter contre ce qui l'angoisse le plus.
Ce que vous racontez aussi dans le livre et ce qu'on décrit souvent dans les travaux qui sont faits par les enseignants avec des élèves en situation de grande difficulté, vous dites, pour grandir, il faut qu'il trouve son parce que l'enfance, c'est l'âge des pourquoi, et pour passer de l'autre côté de la barrière, il faut commencer à dire parce que. Ça, c'est dans la vraie vie aussi, c'est essentiel, ce travail-là, que les enfants réussissent à comprendre d'où leur vient alors soit leur violence, soit leur difficulté. Mais je crois beaucoup aux vertus de la parole, de la parole, de la compréhension, de l'échange. C'est vraiment ce qui fonde en fait l'enseignement. Et la mythologie en fait partie aussi. C'est-à-dire que dans une relation conflictuelle ou difficile entre un enseignant et un élève, c'est le savoir qui fait tiers. Et les histoires, c'est une manière de tisser du lien et de tisser des moyens de comprendre ce qui nous anime, ce qui anime l'autre. Que vous soyez parents ou enseignants, ou grands-parents d'ailleurs, vous pouvez offrir aux enfants à partir de 9 ans et sans limite d'âge supérieur, Sacha et le cheval ailé. Je précise que même quand on n'a pas de soucis aussi graves que ceux de Sacha, ça parle absolument à tout le monde, parce que finalement cette difficulté d'être au monde, et vous l'écrivez dans des mots qui font qu'on s'y reconnaît tous, parce qu'on a tous plus ou moins rencontré ces difficultés à un moment ou à un autre. Le livre vient de sortir chez Rajo. On se retrouve, Isabelle, si vous le voulez bien, juste après la récré. Emma Guessel. Emma, oui. Rebonjour. Rebonjour, vous nous Emmanuel. racontez le voyage incroyable de 2 grands-mères. Mais 2 super grands-mères, même, avait titré mon quotidien où j'ai lu cet article. Ce sont 2 super copines de 81 ans qui, un jour, à l'aube de leurs 80 ans, se sont dit « Et si on partait faire un tour du monde ?» Et elles viennent de le finir. Et elles ont vraiment fait un tour du monde en 80 jours, comme dans le livre de Jules Verne. Waouh. C'est dingue. Tour du monde, elles sont allées où concrètement? Alors, elles sont allées sur les 7 continents, donc selon le décompte américain, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie, et même en Antarctique. C'est même là-bas que leur périple a commencé le 11 janvier dernier. Au total, elles ont visité 18 pays. Alors regardez, les voici au pôle Nord, donc en traîneau. Les voici aussi en Inde, en visite au Taj Mahal, ou encore à Rome, à la fontaine de Trévi. Donc elles viennent tout juste de revenir, et tout le long de leur voyage, elles ont partagé leurs expériences sur leur blog. Ça s'appelle, vous pouvez aller voir, Around the World at 80. Ça s'écrit en chiffres, comme 80. Donc allez voir. Et une info intéressante que j'ai retenue en lisant leur blog, elles se sont pas engueulées une seule fois. Elles se sont pas parlé alors? Et si, ça avait l'air génial. Non mais c'est fou quand même. 80 jours sans s'engueuler. Voilà, j'adore. Formidable. Ouais. 80 jours avec moi, ça fait bien plus de 80 jours qu'on travaille ensemble. C'est vrai. On ne s'engueule pas non plus. C'est vrai. Non mais je touche du bois. C'est assez banal. Ouais. Non, Chez moi aussi, je touche du bois. Non, moi, quand on dit je touche du bois, c'est là. Ouais. Merci Emma. Merci. Quant à Isabelle Pandazopoulos. C'est Pégase qui pose la question à Sacha. Tu ne veux pas savoir pourquoi moi, Pégase, je suis le seul souvenir que tu as gardé de ton passé. Tu ne veux pas savoir pourquoi tu as peur de grandir, pourquoi tu te méfies de tout le monde. C'est un extrait de Sacha et le cheval ailé, le nouveau roman d'Isabelle Pandazopoulos qui vient de sortir chez Rajo. Sacha, qui se sent coupable, il est celui qui a ouvert, on peut le dire quand même, on spoil un petit peu, qui a ouvert la porte au bourreau de son père. Il s'en veut atrocement. Alors là, pour le coup, j'ai pensé à Coco et à Charlie Hebdo, la dessinatrice, qui a dit bien plus tard, qui dit au bout de 2 ans, c'est dans un entretien qu'elle a donné, je me suis senti mieux pour me dire que c'était pas moi la coupable là-dedans, les coupables, ce sont les terroristes. Mais il lui a fallu 2 ans pour formuler, pour se rendre compte que c'était pas elle qui était porteuse de l'horreur et de l'humanité. C'est terrifiant comme souvenir. Oui, c'est marrant parce que moi, c'est Boris Cyrulnik qui raconte ça dans son livre qu'il s'est assis à côté d'un homme qui lui a montré la photo de son fils et que c'était le bourreau qui lui parlait et qu'il trouvait très gentil. Et c'est des manipulations des enfants qui sont insupportables. Et je pense que alors vous avez retenu le côté le plus sombre du livre et en même temps j'avais envie de raconter la violence de ce qui a été vécu et en même temps le fait de pouvoir le dire et le penser, que ce soit ça qui est libérateur. Voilà. C'est vraiment parce qu'il peut le dire et le penser et le mettre en mots et en images et se représenter ça et le partager avec quelqu'un qu'il peut se remettre à grandir et se mettre à écrire et à penser. Il ne le fait pas tout seul quand même. Il y a un mot-clé qui va l'aider à s'en sortir, c'est le mot de confiance. Oui. Ce qui est dû à un enfant et à un ado, c'est ça? C'est une confiance inconditionnelle? Oui, inconditionnelle. Quel que soit ce qui se passe. C'est pour ça que je vous ai raconté même si vous a mordu ou si vous a tapé dessus. Exactement. Voilà, quoi qu'il se passe. Parce qu'en fait, je continue à croire en toi. Oui, je continue à être là. Voilà, je pense que je continue à être là. Ouais. Et tu ne te débarrasseras pas si facilement de moi. Voilà. Il y a ça aussi. Pour se faire confiance à soi, il faut affronter ses propres secrets, ses propres traumas.
Moi, je sais pas si j'ai confiance en moi. Je sais pas si ça se. Je crois qu'il y a des gens qui naissent avec un fondement. Une solidité. Oui, ou une histoire familiale qui fait que le terrain est plus solide que pour d'autres. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi qu'on fait pas des choses formidables. Ça peut même aider à recevoir l'absence de confiance de l'autre. Ça s'articule tout ça avec aussi la peur de décevoir chez Sacha, qui croise elle-même celle de ne pas être aimée et de ne pas être aimable. Alors la déception, c'est un sentiment que je trouve très intéressant à explorer d'un point de vue d'écrivaine, parce qu'en fait, elle concerne l'autre, je trouve, que c'est toujours l'autre qui est déçu. Et pourtant, on a peur de le décevoir. Voilà. Intéressant à travailler. En dehors de vos livres, ceux que vous écrivez et qu'on recommande vivement, on l'aura compris dans la quotidienne puisque vous avez déjà reçu, est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de films qui peuvent aider les ados justement à sortir de leur caverne, à sortir de du côté emmuré, y compris des choses qui vous auraient intéressé? Alors on a bien compris que pour les enseignants notamment, vous recommandez de lire Serge Boivard, Cyrulnik pour tout le monde, matin, midi et soir. La mythologie de manière générale, parce que je trouve que c'est une nourriture essentielle, permanente, et des outils pour discuter, se poser des questions, d'avoir des débats avec des enfants sur des choses qui sont tellement importantes et métaphysiques. Et puis moi j'adore lire Le Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail, qui raconte aussi extrêmement bien l'adolescence comme elle est, en difficulté, avec ses questionnements et ses richesses. Sauveur et Fils, qui est en plein d'épisodes. Céline Luton en a parlé dans la librairie ici même. Je crois que le dernier vient de sortir, qu'elle a fait avec sa fille d'ailleurs, c'est ça? Ah oui, je ne savais pas qu'elle l'avait fait avec sa fille, mais moi j'en suis à l'épisode 4. Et j'adore. Elle a plein d'humour et en même temps c'est très cru sur les difficultés des ados et en même temps c'est très vivant, plein d'élan. Voilà, c'est exactement ce bouillonnement qui fait que j'aime tellement l'adolescence. Voilà. Les qualités premières. Vous étiez à quel ado d'ailleurs, vous alors? Moi, très sage. Très sage. Je pense que ça a explosé après. D'accord. Ensuite, à partir de 18 ans et jusqu'au reste. Et ça a explosé comment? Dans une remise en question de tout ce qui m'avait été transmis, avec des questionnements, et voilà. Et la littérature, l'écriture est venue à ce moment-là? Absolument. Ouais. Donc finalement, ce que vous suggérez aux autres en racontant des histoires, cette catharsis par l'invention du récit et l'écriture, vous voulez appliquer à vous-même? Sans doute. Isabelle Pandazzo-Poulos, Sacha et le cheval ailé, ça vient de sortir chez Rajo. On peut relire, je n'ai pas cité tous vos précédents livres. Vous publiez en fait chez Rajo et chez Gallimard Jeunesse, notamment dans la collection Scripto, qui est aussi une très belle collection. Mais chez Rajo, vous aviez publié en 2021 Parler comme tu respires. Vous restez avec nous, on va voyager autour du monde avec une super opération que nous a dégotée Marie-Olivier. Emma, merci. Merci. Marie-Olivier, cours particulier. Cours particulier avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Heureux de vous revoir. Aujourd'hui, vous nous emmenez autour du monde avec un programme tout frais. Il a été lancé en janvier dernier. Il s'appelle Teachers for the Planet. Exactement, les enseignants pour la planète. Je vous ai déjà parlé des différentes initiatives d'éducation pour le climat, notamment d'un manuel qui avait été lancé à destination des professeurs en Malaisie. Ouais, Deria. Derrière, impressionnant. Ouais. Vous retenez, mais quelle mémoire! Extraordinaire. Derrière, effectivement, a créé un manuel qui s'est propagé dans une vingtaine de pays et a touché des millions d'enfants et de jeunes. En fait, la particularité de ce livre, c'est qu'il est à destination des enseignants pour qu'ils mettent en place des projets auprès des élèves dans leur classe. Voilà, pour décupler l'impact de leur engagement climatique en passant par l'éducation. Oui, et cette initiative de Deria pourrait totalement faire son entrée dans le programme Teachers for the Planet, les enseignants pour la planète, qui a été créé du coup en début d'année 2023. Alors, qui consiste en quoi ce programme? Alors, avant d'être un programme, c'est une coalition constituée de nombreux acteurs de l'éducation et d'ONG. Et il y a 3 organisations qui sont à la tête de cette coalition. La première, c'est l'Alliance Learning Planet, qui est une communauté de pratique mondiale pour transformer l'éducation et co-construire une société apprenante. La deuxième, c'est la Fondation Aga Khan, qui porte depuis très longtemps. Exactement, qui porte une communauté mondiale d'enseignants et d'élèves, notamment qui est appelée Schools 2030, avec 1000 écoles, 50 000 enseignants et 500 000 élèves. Ils conçoivent, eux, de nouvelles solutions pour améliorer les résultats de l'apprentissage dans le monde. Et enfin, l'organisation Teach for All, qui est un réseau mondial de communautés en faveur de l'accès à l'éducation. D'accord, oui, de gros acteurs, effectivement. L'idée de la coalition? Alors, ils veulent rendre les liens entre les secteurs du climat et de l'éducation plus clairs, plus explicites, pour pouvoir passer à l'action climatique. Et alors, comment procèdent-ils? Alors, les initiateurs de la coalition ont constaté, grâce à leurs recherches et leur travail de terrain, que les éducateurs et les enseignants étaient souvent absents finalement de la réflexion autour de la réponse éducative à donner à la crise climatique. Et c'est pourquoi ils les veulent vraiment au centre de leur programme, parce que ce sont eux, en fait, qui sont directement en lien avec les jeunes et les enfants. D'accord, donc on retrouve finalement la même idée que pour Deria.
Oui, c'est ça. L'idée phare, c'est de mettre les enseignants au cœur du programme. C'est la même logique que pour le manuel de Deria. Et si les professeurs sont sensibilisés, effectivement, ça a un effet papillon. Donc, ils sensibilisent les élèves et donc on touche tout de suite beaucoup plus de monde. Alors, pour le moment, elle apporte quoi, cette coalition quoi ça permet aux profs de mieux fonctionner? Alors, pour le moment, Teachers for the Planet, c'est au début. Donc, ils recensent les solutions qui peuvent fonctionner. Donc, sur la page du site que vous voyez à l'écran, vous pouvez inscrire votre solution ou une initiative qui peut aider les professeurs à éduquer les élèves aux enjeux climatiques. D'accord. Et après, ces solutions, ils vont en faire quelque chose, j'imagine? Oui. Alors, ils ont une date clé en tête, Teachers for the Planet. C'est la COP28 qui se tiendra en novembre-décembre 2023 à Dubaï. C'est leur ligne d'horizon. Et d'ici là, ils ont 2 buts. La première, c'est de monter une communauté à 2 niveaux. Donc, au niveau de l'école, au niveau micro et au niveau macro, au niveau du système éducatif, où les nouvelles solutions sont discutées et débattues dans une logique vraiment de protection de l'environnement. Premier objectif, le deuxième? Et le deuxième, c'est d'exhorter à l'action en développant un nouveau répertoire en ligne et hors ligne d'innovations qui fonctionnent et qui peuvent être utiles et inspirer des enseignants, des directeurs d'établissement, voire même des politiques qui sont à même de prendre des décisions. D'accord, 2 objectifs et 3 enjeux, je crois. 3 enjeux, oui. Alors le premier, c'est l'accès à de nouveaux espaces de discussion sur ces sujets-là, pour les enseignants, les directeurs d'école, les politiques. Par exemple, chaque mois, Teachers for the Planet a un cercle de discussion en ligne sur ces sujets, donc en anglais et en espagnol, où les enseignants peuvent présenter des idées pour le climat. La deuxième, c'est la possibilité pour les acteurs d'avoir une entité qui représente ces sujets-là, donc qui permet de concevoir et de présenter ces solutions. Et la troisième, c'est l'action concrète, avec de nouvelles formations qui vont être proposées aussi aux enseignants sur le sujet du climat. Ok. COP 2028, COP 28, pardon, pas 2028, 2023. Mais bon, joli lapsus, parce que ça arrive très vite, en fait. Ça arrive très vite. Et l'idée, avant ça, c'est d'avoir une communauté de plus de 1000 personnes dans une dizaine de pays, afin de montrer 100 solutions, d'en proposer aux enseignants, mais aussi de les proposer aux leaders de la COP28. En novembre. Et ben donc on est amené, vous avez déjà au moins un sujet de chronique pour novembre prochain. Exactement. L'avance, elle est extraordinaire. Vous vous inspirez un peu des pratiques des autres? Vous faites partie de ces enseignantes qui avaient beaucoup communiqué avec les collègues? J'enseigne plus. Non, c'est pour ça que je l'ai dit au passant, mais vous faisiez partie de ces enseignantes qui communiquaient beaucoup. Oui, on ne peut pas travailler tout seul, en fait. Surtout avec des élèves en difficulté. On est obligé de travailler à plusieurs. De créer un tissu collectif autour des élèves, un maillage. C'est pas ce qui manque le plus aujourd'hui d'ailleurs dans les établissements scolaires, plus qu'encore le salaire c'est important, du temps aussi pour penser, ce travail-là. Voilà. Et puis pour analyser aussi ce qu'on vit et ce que ces élèves-là nous font vivre. Je pense qu'il y a vraiment un besoin criant d'analyse de pratique dans l'enseignement. De partage de la parole, il y avait dans le temps ce qu'on appelait les groupes Balint qui permettaient de se retrouver pour échanger. Vous avez peut-être pratiqué ce genre de choses? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce qu'on est quand même affecté personnellement. Ah bah oui, et puis c'est avec sa matière à soi qu'on travaille et qu'on transmet. Et comme tout le monde ne peut pas écrire des super bouquins, il vaut mieux mettre en place ce genre de choses. Marie, merci beaucoup. Rendez-vous bien avant novembre pour continuer à parler d'initiatives pédagogiques ici ou ailleurs. Sacha et le Chevalet, vous, c'est votre rendez-vous en librairie ou en bibliothèque pour lire le dernier roman d'Isabelle Pandazopoulos. Isabelle, à tous les coups, on va vous revoir ici pour le prochain. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Et merci aussi, comme d'habitude, à toute l'équipe de La Quotidienne, à Laure Rodemont pour le maquillage, à Marine Plantec et Emma Frari pour la préparation de l'émission. Elles sont en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son et Raphaël Morel à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.